Et donc ce qui me fascine, c'est d'être allé chercher finalement, certes, un lieu, pour Argyropolis, à Lille, etc., mais un lieu finalement aussi peu lieu que possible, si je puis dire. Comme s'il s'agissait effectivement, par ce lieu qui n'en est quand même pas tout à fait un, de se rapprocher effectivement du non-lieu de l'utopie. Oui, et justement c'est ça qui aussi m'a produit mon propre intérêt de lire l'œuvre sur cette clé de lecture, non? Parce que c'est justement, on parlait aujourd'hui et avec Miguel, que c'est pas une œuvre assez connue. Donc l'œuvre le plus célèbre de Sarmiento, c'est Facundo. Donc il donne aussi son regard du présent de l'Argentine, condensé dans cette opposition civilisation-barbarie. Et donc il va avoir un regard sur le présent de l'Argentine, où il y a un certain combat entre la civilisation, et donc la possibilité d'une organisation, d'une vie civilisée, ça veut dire en accord avec les principes de la raison dans l'histoire, parce qu'il faut dire que dans tout ça, il y a aussi une philosophie de l'histoire très présente, une philosophie de l'histoire qui vient aussi du 19e française, qui a été très lue en Argentine, et par ses médias aussi la pensée hegelienne. Donc quand il parle de l'événement, en tout cas à l'Argentine, il parle dans le cadre d'une représentation de la marche de l'humanité vers une organisation plus rationnelle de la vie sociale et politique. Et effectivement, c'est quelque chose d'étonnant, mais en même temps, et les seules choses qu'il faut dire pour dire, bon, il y a aussi un côté pragmatique, pratique et volontariste, même si c'est une île, ça donne l'imagination évidemment utopique, c'est aussi une île. Et l'île, c'est en conjoncture, c'est justement à l'entrée des rivières, et c'est l'entrée de l'Argentine, donc c'est l'entrée au territoire. Et à ce moment aussi, il y a toute la nécessité d'utiliser le fleuve comme moyen d'organiser le territoire, de pouvoir peupler le territoire. Et donc aussi, il y a une confrontation dans cette idée de l'île, il y a la confrontation c'est pas une île isolée, sinon que c'est les moyens de communication. Et en même temps, c'est l'ouverture au commerce, l'ouverture à voyage, l'ouverture à sortir, et donc sortir du continent. Ça se confronte avec la représentation du désert. Et comme la terre vide, où il critique justement l'héritage de la colonisation, que c'était le territoire sans travail. Et par contre, l'île, c'est la représentation de la vie moderne, la représentation quelque chose qui bouge, et en même temps, et comme plusieurs des philosophes aussi dans le 19e vont donner un lieu très important au paysage, à la géographie. Donc cette géographie, c'est aussi une géographie c'est l'ouverture à la mer qui aussi donne la force au caractère, non? Confronté à cette lassitude qui suppose la terre sans travail, le latifundio, qui c'était le legs de la colonie. Merci Georges. Bon, je vais arrêter. Mais non, parce que je voulais te poser une question, justement à propos de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si ça s'est situé en Argentine, mais Fourier, dans la fausse industrie, à la recherche de possibilités de fondation associative, mentionne dans ce livre qui est très brouillon, qui est très difficile de trouver un plan organisé, mentionne à un certain moment Francia. Or, où Francia est-il? C'est un dictateur, ou tout au moins son activité n'a pas été celle d'un réformateur, révolutionnaire ou émancipateur. C'est plutôt une activité imposée, mais où il a organisé, ou à quel endroit, une forme
de travail collectif, associatif, distribution aussi. Est-ce en Argentine, en Paraguay? Ça, c'est à Paraguay. Ouais. Ça, c'est à Paraguay. Et pour Sarmiento, le docteur Francia, c'est un représentant de ce qu'il va dire le jésuitisme, c'est une façon aussi d'une organisation politique contraire à un idéal de liberté. Et donc, il est aussi il va être considéré comme un dictateur, pour lui. C'est cela, oui. Mais, et quelle est la relation alors avec Sarmiento? À la relation avec Sarmiento? Oui. Et bon, pour lui, ça correspond à l'époque, hein, ça correspond à l'époque. Et lui, il va justement mettre les rapports qu'il va faire, c'est entre le docteur Francia et Rosas, donc comme dictateur, comme despote. Donc c'est le modèle, disons, que représente une idée du politique qui c'est l'idée de chef, de suivre le chef. Donc c'est la représentation de caudillo. Donc il va avoir une réflexion autour de caudillo, et même à un certain moment il fait une comparaison entre les libertadores et San Martin, qui pour lui va être un héros républicain, et il a une représentation justement de Bolivar, et ça c'est aussi très conflictif, en tout cas bon, c'est pour discuter, parce que pour lui Bolivar va être quand même quelqu'un qui représente ce modèle de quelqu'un qui finisse pour concentrer les pouvoirs, et justement pour lui l'idée républicaine d'une république démocratique suppose le pouvoir du peuple. C'est un peu un paradoxe, d'ailleurs c'est Fourier qui fourmille de paradoxes et qui ne cherche pas l'unification particulièrement de sa pensée, mais qu'il a critiqué d'une façon extrêmement violente des gens dont la pensée aurait été beaucoup plus proche des siennes, comme Owen, par exemple, qu'il a voué aux gémonies, alors qu'il se livre à une apologie à un certain moment de Francia extrêmement curieuse, et sur laquelle, justement, je n'avais jamais eu d'éclaircissement particulier. Je demande aussi aux historiens si vous avez des éclaircissements sur Francia, Michel. Vous savez que c'est curé. Parce que Fourier le range parmi les utopistes, mais bien qu'il ne parle pas du tout de la personnalité, je vais prendre la parole et ça me permettra de faire une transition. Il ne s'intéressait pas particulièrement, on ne peut pas dire du tout, ce serait une erreur, mais il ne s'intéressait pas particulièrement à ce qu'il appelle le politique, aux situations politiques. C'était pas ce qui était le problème de Fourier, puisque dans La fausse industrie, justement, qui est un ouvrage qui date de 1834, Fourier lui-même est mort en 1937, donc c'est un ouvrage qui se situe à la fin de son œuvre. Il est né en 1772, il a traversé toute cette période de la Révolution, de l'Empire, de la Restauration, et il écrit à ce moment-là, dans La fausse industrie, un texte qui, en grande partie, est constitué, il y a beaucoup d'autres choses dedans, mais en grande partie, il est constitué par des appels à ce qu'il appelle une fondation. Fondation, ça veut dire instaurer ce qu'il appelle aussi un canton d'essai, c'est-à-dire un lieu dans lequel on pourrait pratiquer cette forme qui est celle du fourriérisme, celle qui propose dès le début, cette forme d'association de vie, d'association de travail, de production, et également de distribution, de loisirs, de jouissance, qui doit remplacer sur la terre entière. D'ailleurs, la pensée de Fourier s'est toujours appliquée non pas à un pays particulier, mais à l'ensemble de la planète, dit-il, par développement de proche en proche, où l'on pourrait remplacer les États, les villes existantes, par ces cantons
maillerait en quelque sorte comme un nouveau réseau de vie, d'échanges, l'ensemble de la Terre. C'est une vision tout à fait séduisante, tout à fait fantastique, qui a peut-être un peu animé d'ailleurs certaines idées révolutionnaires et réformatrices contemporaines à partir des situationnistes. Ça avait été en son temps pendant tout le 19e siècle. D'ailleurs il y a eu, mais enfin je n'en parle pas, il y a eu des tentatives ainsi d'implantation de ces formes d'associatives. Ensuite on a appelé ça plutôt les communautés, et vous avez entendu parler des communautés qui se sont installées d'une façon plus ou moins éphémère. D'ailleurs, certaines ont duré, tout au moins dans leur esprit, assez longtemps, que ça soit en Allemagne surtout, il y en a eu à Berlin, il y en a eu à Francfort, il y en a eu dans d'autres régions allemandes, ou en France, des communautés en particulier qui se sont installées dans le Midi, les Cévennes, les Préalpes, etc. Donc Longomaille, par exemple, est d'inspiration à la base fourriériste. Il y a ainsi des formes de mise en commun des biens, mise en commun des propriétés, mise en commun des familles. L'idée de Fourier était la destruction, la suppression de la famille, et donc une mobilité beaucoup plus grande dans les rapports amoureux, dans les rapports sexuels, mise en commun des enfants pour l'éducation. Ça n'a jamais été fait d'une façon parfaite, mais il y a eu des tendances à cela, et c'était pour situer un petit peu ce qui était le prolongement de la pensée de Fourier dans l'époque contemporaine, et ce qui caractérise, je crois, au début du XIXe siècle, la pensée de Fourier ou l'utopie de Fourier, ce qui, on le disait tout à l'heure, avait caractérisé ce socialisme utopique auquel Engels a opposé un socialisme dit scientifique, c'était que ces utopies étaient quelque chose de nouveau, malgré tout, par rapport aux utopies anciennes ou celles de Thomas More, qui étaient effectivement des œuvres de pure imagination, qui avaient leur effet critique de la société contemporaine, mais qui décrivaient simplement une île imaginaire qui était située au milieu de l'océan dans un endroit inaccessible. Il y en a eu ensuite au XVIIIe siècle, il y a eu une quantité, l'histoire de l'utopie est extrêmement riche. Mais là, il y a une sorte d'inflexion, c'est-à-dire on n'écrit plus pour décrire une île particulière, un lieu clos, un lieu particulier, on écrit pour la planète entière, on écrit pour une transformation profonde de la société, et de la société universelle.